Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Cette fois-ci, j'ai eu la chance de recevoir à mon micro Garlan Le Martelot. Garlan est comédien et est actuellement à l'affiche d'un spectacle que j'adore et qui s'appelle Courgette, qu'il a adapté avec Pamela Ravassar du livre Autobiographie d'une courgette. Dans cette interview, Garlan m'a raconté son parcours et m'a parlé de Courgette, justement. Vous verrez que c'est sa fille qui lui a soufflé l'idée de cette adaptation, et elle avait à l'époque 8 ans. Garlan est passionné et passionnant, et j'ai adoré cette interview avec lui. J'espère qu'elle vous plaira aussi. Alors, bonne écoute! Bonjour Garlan. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Je suis Garlan Le Martelot. Je suis comédien et co-adaptateur de Courgette, qui se joue actuellement au Tristan Bernard. On va en parler. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Moi, ça fait déjà 17 ans que je fais ce métier, que j'ai la chance d'en vivre. Ma formation, je suis passé par les cours Florent, où j'ai fait pas mal d'années là-bas. J'ai fait 5 ans, j'ai fait 3 ans de formation classique, et après j'ai été pris en classe libre, qui est une classe qu'on intègre sur concours. En gros, il y a 2000 inscrits, ils en prennent une vingtaine. Et ça m'a permis de rester 2 ans de plus, et de rencontrer des metteurs en scène qui travaillaient déjà à l'extérieur, et de rencontrer aussi différents univers. Ok, et après les cours Florent, du coup, tu as intégré directement, tu as fait du théâtre, du cinéma? J'ai fait du théâtre. Ouais. Je fais plutôt jeune, et du coup, on m'avait proposé une audition pour jouer un enfant dans une pièce qui s'appelle Chemin du ciel, de Juan Mayorga, et mis en scène par Georges Lavelli, qui nous a quittés là il y a une semaine. J'ai passé l'audition et j'ai été pris. Et c'était ma première pièce dans le milieu professionnel. Et on a joué au Théâtre de la Tempête. Et c'était assez incroyable comme aventure. Tu m'étonnes. Et ensuite, donc ça c'était ta première pièce. Ensuite, ça t'a amené à d'autres projets au fur et à mesure. Grâce à ça, après, j'ai passé une autre audition pour la Comédie Française cette fois-ci, pour une pièce de Auden von Horvath, Figure en divorce, mise en scène par Jacques Lassalle. Et là aussi, j'ai eu la chance d'être choisi. Et j'ai passé 1 an à la Comédie Française, entouré d'acteurs plutôt pas mal, comme Loïc Corbery, Michel Villarmoz, Denis Podalides, Judith Chenla, Georges Pouly, Gilles Pouly, et d'autres. C'était Gilles Pouly, j'ai un doute. Alors là, tu me poses une colle. Monsieur Pouly. On va vérifier. En tout cas, une belle bande d'acteurs. Et dans une maison incroyable. Et puis sur un plateau dingue qui est la salle Richelieu. Où c'est assez fou. On sent toute l'histoire qu'il y a dans cette maison. Et puis d'avoir les costumes qui sont créés sur place. D'avoir aussi une équipe de maquilleurs, habilleurs. C'est des conditions assez luxueuse qu'on a plus dans le théâtre de nos jours. Donc c'était une aventure assez folle pour un jeune comédien de 19 ans, 20 ans à l'époque. Et puis suite à ça, j'ai joué dans En attendant Godot, mis en scène par Bernard Lévy, où j'ai joué le rôle de l'enfant, du garçon, qui apparaît à chaque fin d'acte pour dire que Godot ne viendra pas. Et j'ai fait la connaissance d'acteurs qui avaient plus de 60 ans, et donc là qui avaient un gros CV, et ils m'ont accueilli les bras ouverts, et c'était chouette. On a joué au Théâtre de l'Athénée, après on est parti en tournée, on a fait une 50aine de dates de tournée un peu partout en France. C'était une très très belle aventure humaine. Génial. Et tu fais aussi du cinéma? Oui, exactement. Ouais. Comment t'en es arrivé à faire du cinéma du coup après avoir fait toutes ces expériences théâtrales? Eh bien grâce à mon agent, qui s'appelle Sophie Lemaître, c'est elle qui est là, qui m'a mis et me met sur les essais. Et le dernier tournage que j'ai fait, c'était avec Jean-Jacques Hano dans Notre-Dame brûle, qui est sorti il y a 2 ans. Là où je joue Aurélien, qui est un peu le passe-partout
du film qui a un trousseau de clés. C'est lui déjà qui découvre le départ du feu et après qui va permettre aux pompiers de pouvoir évoluer grâce à son fameux trousseau de clés et ouvrir des pièces importantes. Ça donne envie. Ouais. C'était un chouette rôle. Et j'avais 14 jours et dans une grosse production avec un réalisateur qui a aussi un joli CV, qui a tourné avec Brad Pitt notamment. Je me suis dit c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis voilà, j'avais vu l'ours comme beaucoup, j'avais vu Stalingrad et d'autres, et pouvoir tourner avec un réalisateur qui a beaucoup œuvré pour l'évolution du cinéma et dans le monde et en France, c'était plutôt plaisant. Et il s'avère que c'est quelqu'un de très humain et de incroyablement passionné, toujours il a 78 ans. Et avec toujours l'envie de découvrir, d'aller aux quatre coins du monde, pour aller découvrir d'autres façons de faire du cinéma et toujours essayer de raconter des histoires, de raconter quelque chose qui lui est cher, qui lui est propre. Et c'est beau, une telle passion à cet âge-là. Et alors, est-ce que c'est différent de préparer un rôle pour le théâtre et le cinéma? Parce que tu fais les deux, toi. Exactement. Au début, c'est pas différent, Okay. dans le sens où on va aller puiser pour enrichir sa vision, son personnage. On va aller puiser dans d'autres textes, dans des œuvres cinématographiques, dans des romans ou aussi dans des peintures, dans de la musique. Donc la base pour travailler un personnage, une partition, est la même. Après, là où ça diffère, c'est généralement pour le cinéma, vous pouvez avoir quelques répétitions, mais ça va être de l'ordre de 1 ou 2 journées. En tout cas, à mon échelle. Après, pour les premiers rôles plus conséquents, sûrement que ça va un peu plus loin. Mais en tout cas, vous n'avez pas comme au théâtre, au minimum 1 mois de répétition. Là, par exemple, pour Courgette, on a répété plus de 10 semaines étalées sur 1 an. Ah oui. Ce qui nous a permis vraiment de pouvoir travailler les couches, les sous-couches, de pouvoir mûrir les choses. Donc il y a un rapport au plateau qu'on a au théâtre qu'on n'a pas forcément au cinéma. Après c'est pas pareil. Vous avez un rapport avec la caméra où vous pouvez refaire plusieurs fois la même scène, où le réalisateur vous dit hop, là tiens ça m'a plu dans telle prise, mais va plus vers ci, tente autre chose, on va complètement prendre une piste différente, et puis après ça peut être coupé au montage, il y a le chant, le contre-chant, etc. Dit qu'au théâtre, vous avez le public en direct, et ça aussi c'est autre chose. Et c'est pas plus mal d'avoir les réactions quelques semaines de répétition et les réactions en direct. Ouais. Et comment est-ce que tu choisis tes rôles, que ce soit au théâtre ou au cinéma? Jusqu'ici, j'ai la chance de pouvoir qu'on m'appelle pour des rôles qui me passionnent, que j'ai envie de défendre, des thèmes qui me sont chers. Donc quand on me propose des pièces où je sens que je suis pas en accord avec ce que ça défend, avec le style, généralement je dis bon, merci, mais c'est pas pour moi. Donc je choisis en fait parce que un thème me plaît et j'ai envie de défendre tel rôle, tel thème, et généralement on m'appelle parce qu'on m'a vu dans telle pièce, alors forcément ça fait écho. Donc j'ai la chance de pouvoir dire rarement non, parce que ça a du sens. Ouais, parce que c'est bien sélectionné, quoi. Exactement. Déjà de base. Ouais. Complètement. On sait pourquoi on m'appelle. Ouais. On va pas m'appeler pour un théâtre que j'apprécie. Sans aller plus loin. On ne dira rien. Exactement. Alors, en ce moment, tu joues dans Courgette, que tu as adapté avec Pamela Ravassar du livre Autobiographie d'une courgette, et tu y tiens le rôle principal. Est-ce que tu peux nous parler de ce spectacle? Donc, c'est l'histoire d'Icare, qui a été surnommé Courgette par sa maman, et à la suite d'un accident familial, il va se retrouver dans un foyer pour enfants, les Fontaines. Et là-bas, il va faire la connaissance de d'autres enfants écorchés comme lui,
Camille, Ahmed, Simon, et puis d'autres enfants. Voilà, c'est des enfants qui ont eu des débuts de vie compliqués, avec des parents plus que défaillants. Et ensemble, ils vont essayer de recoudre leur cœur, essayer d'atteindre le soleil qui leur fait défaut jusqu'ici, grâce à l'amitié, grâce à la musique. Ça, c'est vraiment un parti pris de mise en scène de Pamela, de mettre beaucoup de musique dans cette histoire et dans ce spectacle, parce que pour elle, l'art aide à penser les plaies, à aller vers le haut, et voilà, donc ces enfants vont faire preuve de résilience, notamment grâce à la musique. Et puis aussi, vous avez les adultes qui vont les aider à recoudre leur cœur. Vous avez Rosie, l'éducatrice du foyer, Madame Papineau, la directrice, vous avez la psychologue, Madame Colette, et aussi Raymond, un gendarme qui va se prendre d'affection pour Courgette et ses enfants. Et Raymond, lui aussi, il a un cœur qui saigne, et voilà, il va trouver en cette Courgette ce soleil qui lui fait défaut. Et puis vous avez, parce que la vie n'est pas forcément rose, on le sait très bien, ces enfants le savent très bien, vous avez le personnage un peu noir de cette histoire, qui est la tante, qui elle est une tante pas très sympathique pour la tante de Camille. Il faut aller voir le spectacle pour en savoir plus. Exactement. Et alors, je crois que c'est grâce à ta fille que tu as eu l'idée d'adapter ce spectacle. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, ma grande Isée, qui avait 8 ans à l'époque, au moment du premier confinement, Pamela Ravassar, qui est la metteur en scène du spectacle et qui est aussi ma compagne, lisait des contes, des histoires pour enfants via Zoom. Et le dernier jour, elle n'avait pas forcément d'idée. Et puis Isée a dit: tiens maman, pourquoi tu lirais pas Courgette? On avait vu le film d'animation, on avait acheté un livre issu du film d'animation. Et Pamela a dit: bah écoute, oui, c'est une très belle idée. Donc elle a lu le livre, et elle s'est rendue compte de l'écoute des enfants qui était différente des autres histoires, et aussi des parents qui généralement en profitaient pour faire autre chose. Et là, petit à petit, vous voyez les parents venir auprès des enfants écouter. Elle s'est dit: tiens, il y a quelque chose, il y a une écoute particulière, un écho qu'il n'y a pas d'habitude. Et à la suite de cette lecture, Isée a dit: maman, voilà, t'as vu, ça, les gens ont été à l'écoute, et puis par rapport à ce que t'as déjà monté comme pièce, j'ai l'impression que voilà, ce que tu défends, c'est ce dont parle cette histoire, ça pourrait te plaire. Et Pamela a dit: tiens, effectivement, pourquoi pas, je vais y réfléchir. Et elle a acheté le roman de J. Paris, Autobiographie d'une courgette. Elle l'a lu, et elle m'a dit: Garland, tiens, lis le roman, je pense qu'effectivement Isée a raison, il y a matière à en faire une pièce. Donc je l'ai lu à mon tour, j'ai fait: mais oui, je pense que notre fille a raison, et il y a matière à en faire une pièce. Et voilà, on était parti pour 3 mois d'écriture pour adapter le roman de Gilles Paris. Et nous voici au mois d'octobre 2023, nous en sommes à la 146e au Tristan Bernard. Déjà, ouais, c'est une très très belle aventure qui est née grâce à ma fille, à mon aîné. Eh ben. Merci Isée. Merci Isée, parce que ce spectacle est vraiment génial. Merci. Et justement, comment est-ce qu'on s'approprie une œuvre qui n'est pas la sienne ? Vous l'avez beaucoup adaptée, comment vous avez fait pour vraiment la rendre vôtre finalement ? On a donc déjà le roman fait 264 pages à peu près. Nous, la pièce en fait une 60aine. Donc on a voulu recentrer l'histoire autour des personnages qui faisaient écho en nous, et autour des sujets qu'on avait envie d'aborder. Donc dans l'histoire, il y a Camille, Simon, Ahmed et bien sûr Courgette. Voilà les 4 rôles principaux. Et dans l'histoire, vous avez aussi Jujube, Béatrice, etc. On en parle un petit peu dans la pièce, mais beaucoup moins que dans le roman où ils sont plus développés. Vous en avez d'autres. Donc nous, on s'est centré sur ces personnages-là, et on a aussi développé des dialogues sur des scènes qui étaient purement narratives. On a aussi créé
des scènes de toutes pièces, comme la scène du ski avec Balthazar, qui n'existe pas dans le roman. Ah, elle n'existait pas dans le roman. Pas du tout, Okay. pas du tout. Parce qu'elle est top. Ouais, très chouette. Ouais, on l'aime beaucoup. Et le public aussi, je crois. Toute la fin aussi n'existe pas dans le, Okay. dans le roman. Ça, c'est vraiment nous qui l'avons écrit. Et aussi, voilà, il a fallu développer comme le moment où on va un peu spoiler. Attention. On peut ou pas? Bah, on peut, mais alors enlevez vos écouteurs pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle. Remettez-les dans 2 minutes. Le moment de l'adoption, par exemple, Oui. dans le roman, c'est pas dit clairement. On le comprend au fur et à mesure de la lecture. Et ça, on s'est dit, il faut absolument que pour la pièce, ça soit. On a besoin de ça. Donc on a vraiment réécrit le moment de l'adoption, le moment qu'on appelle le tribunal, voilà, où on parle de ce moment-là. Donc voilà, donc il y a eu pas mal de moments qui ont été vraiment écrits de toutes pièces. Et on a eu la chance d'avoir l'accord de Gilles Paris au moment d'écrire l'adaptation. On a d'abord appelé Gilles et Pamela a appelé Gilles et Gilles a dit ok, très bien, mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Et donc Pamela a dit le pourquoi on voulait l'adapter au théâtre, qu'est-ce qu'elle voulait elle en faire avec sa mise en scène. Et il a dit ok, très bien, par contre voilà, je vous préviens, vous avez carte blanche, moi je vais pas avoir affaire à votre pièce, non pas parce qu'il n'ait pas envie, mais parce que voilà, il dit je vous fais totalement confiance, vous êtes libre. Génial. Ouais. Et bien sûr il a vu la pièce. Et alors il a adoré, plus qu'adoré, il a beaucoup aimé le spectacle. Il l'a vu 3 fois. La dernière fois c'était lors de la première en Tristan Bernard. Il nous a dit voilà, c'est la 3e fois que je vois le spectacle. Et j'ai pleuré tout du long. Alors que voilà, c'est l'histoire que j'ai écrite. J'ai déjà vu votre spectacle. Et voilà, encore une fois, vous m'avez embarqué, j'ai pleuré. Et voilà, il nous remercie à chaque fois. Et c'est arrivé qu'il ait rencontre avec nous et le public et Gilles. Et à chaque fois, il dit qu'il est vraiment très fier de cette adaptation, pardon, et qui est la nôtre, mais qui est aussi fidèle à l'histoire qu'il a écrite et à ce qu'il a voulu raconter à travers cette histoire. Mais qu'est-ce que ça fait de faire pleurer les gens tous les soirs au théâtre? C'est quand même particulier. C'est particulier. Après, voilà, on les fait aussi beaucoup rire. Oui. C'est ça qui est assez beau dans cette pièce, avec ce spectacle. C'est qu'on passe par une multitude d'émotions. Et voilà, on sentait qu'à la lecture, il y avait ça, mais on ne savait pas quel écho ça aurait auprès du public. Et voir, savoir et sentir et avoir le retour après des spectateurs qui nous disent qu'ils ont été touchés profondément, que ça soit aussi bien des enfants, des adolescents, des jeunes adultes de 20-25 ans, et on a beaucoup de groupes qui viennent de la vingtaine, des jeunes couples, et aussi des quarantenaires, des cinquantenaires, ou même des personnes de 80 ans, qui ressortent avec la banane, les yeux qui pétillent ou en larmes, et qui nous disent merci, vous nous avez fait tellement bien, que voilà, ça fait un bien fou. On se dit ok, on sait pourquoi on a monté ce spectacle, on sait pourquoi on joue ce spectacle, et on sait pourquoi on fait ce métier. Voilà, moi je fais ce métier pour apporter quelque chose, voilà, pour essayer de faire avancer quelque chose, et on se dit bah ouais, voilà, je suis au bon endroit. Et ça fait du bien. Et il y a une question que tout le monde se pose, je pense. Comment vous faites pour les changements de costumes aussi rapides? Alors, c'est pas ton cas, mais pour tes partenaires, c'est assez impressionnant. Effectivement, mes partenaires, eux, ont beaucoup de rôles. Et des fois, c'est effectivement très très rapide le passage entre deux. C'était un vrai travail avec la costumière Anna Siodine, qui a fait un super boulot. Voilà, Pamela a dit écoute, à tel moment, ça s'enchaîne très vite. Voilà. Sache-le, pense-y. Et elle a du coup à penser les costumes en conséquence. Par exemple Rosie, donc qui est jouée par Vanessa, Vanessa est une comédienne, voilà, qui est toute menue, toute mince, et Rosie, voilà, qui est toute en chair avec une poitrine très généreuse. Voilà, en fait tout est cousu ensemble, le faux ventre, la fausse poitrine, le gilet, la robe, pour que ça soit enfilé d'un seul tenant. Donc voilà, quand elle rentre en coulisses, hop, elle l'enfile, et pareil quand elle sort,
Elle a juste à retirer comme un simple t-shirt son costume. Madame Papineau, notre directrice, qui est jouée par Florian Chocard, pareil, là c'est tout est cousu ensemble et c'est des boutons pression qui, voilà, tel Superman peuvent être retirés à la vitesse de la lumière. Exactement. Bon, en tout cas, ça le fait très bien. Et alors, quant à toi, tu joues un enfant. Tu n'es plus un enfant, en tout cas en termes d'âge. Est-ce que c'est un challenge pour toi d'interpréter un rôle de quelqu'un qui est aussi plus jeune que toi ? Oui, c'est un challenge dans le sens où il fallait pas jouer des enfants, pas les caricaturer, parce que sinon, voilà, on aurait été faux et on n'aurait pas touché. Donc ça, c'était un vrai travail avec la metteur en scène. Mais voilà, mais vraiment d'être des enfants. Et je crois que le pari est plutôt réussi parce que voilà, dans les retours qu'on a, souvent on nous dit c'est incroyable, on oublie que vous êtes des adultes, on croit à ces enfants-là, on voit sur scène des enfants. Et donc on se dit ok, super, le pari est gagné. Et la clé, je crois, c'était de retrouver l'enfant qui est en nous, de reconnecter, voilà, avec notre enfant. Et ce qui nous permet d'être le plus sincère, le plus juste possible. Et puis aussi, voilà, il y a aussi le texte. Voilà, tout est dit et vu à travers ses yeux d'enfant. Donc il y a un côté très naïf. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter des caisses dans la manière de jouer. Le texte aussi parle de lui-même et il faut faire aussi confiance au texte par rapport à ça. En tout cas, ça rend très bien. C'est vrai qu'on oublie complètement que vous êtes des adultes, en fait. Mais justement, c'est pas la première fois que tu joues un enfant, puisque tu parlais tout à l'heure de ton premier rôle, qui était celui d'un enfant. Aussi pour Venise n'est pas en Italie, le seul en scène de Yvan Calberac que tu as joué, tu étais un enfant. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que c'est ton emploi de comédien ? Mais je crois qu'on peut le dire pleinement. Ce serait mentir de dire le contraire. Oui, et j'en suis très heureux. On va être sincère, il y a un moment où je dis c'est dingue, j'ai 30 ans passés, je joue encore des enfants, des ados, voilà, je suis père de famille, j'ai envie de jouer des pères de famille, quoi. Mais bon, voilà, ça a duré 6 mois, et au moment où je me suis dit, voilà, en fait, pourquoi se prendre la tête ? J'ai la chance d'avoir un emploi, sachant que voilà, c'est un métier qui est assez compliqué, il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus, voilà, donc j'ai la chance d'avoir un emploi, d'être appelé pour cet emploi. Apparemment, je fais plutôt bien puisque on me rappelle pour le faire, et que à travers ces emplois-là, je défends aussi des textes qui me plaisent, et ça, voilà, c'est important. Si c'est un jouer un enfant pour faire un enfant, ça n'a aucun intérêt, et je m'embêterai pleinement. Dit que là, à travers cette partition où je joue un enfant, il y a toujours quelque chose à raconter, quelque chose à défendre qui me touche et que j'ai envie de transmettre, et j'ai envie d'en parler. Donc je suis très heureux de jouer des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, voilà. Pourvu que ça dure jusqu'à tes 80 ans. Hein. Oui, complètement. Et alors cette pièce, donc tu l'as jouée au Festival d'Avignon 2 fois. Tout à fait. Là au Théâtre Tristan Bernard depuis le mois de septembre, et encore pour pas mal de dates. Ensuite en tournée. Est-ce qu'on se lasse pas finalement parfois d'un spectacle qu'on joue autant de fois ? Non. Des fois on se dit, je suis fatigué aujourd'hui, allez c'est reparti. Et une fois qu'on arrive sur le plateau, avant que le rideau se lève, qu'on entend le public, une fois que le spectacle commence, c'est reparti, quoi. C'est à chaque fois, on remet tout à plat, on remet ses tripes en jeu. Voilà, chaque représentation est unique parce que là, chaque spectateur est unique, chaque public est unique, et puis chaque jour est unique. Donc on arrive à chaque fois avec notre journée, etc. Et le fait d'essayer d'être ici et maintenant, d'être à l'écoute, fait que à chaque fois ça permet de se réinventer tout en restant bien sûr dans notre ligne, dans les rails. Mais vraiment de se réinventer, de ne pas tomber dans un train-train, et vraiment toujours aller chercher et être encore une fois le plus juste possible, parce que voilà, ce qu'on évoque dans le spectacle, c'est des sujets assez douloureux, et voilà, on se doit
pour ses enfants d'être le plus sincère, le plus juste possible. Et donc tout à l'heure tu vas jouer 2 fois le spectacle, donc vous chômez pas. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? Moi j'ai besoin beaucoup de m'échauffer. Donc alors déjà dans ce spectacle il y a beaucoup de musique et de chant. On commence déjà par un quart d'heure d'échauffement vocal. Et puis aussi on se refait quelques chansons pour voir si les balances sont bien faites, voir si les instruments sont bien accordés. Et puis voilà pour lancer l'énergie des musiques. Et puis après moi j'ai besoin de faire un peu de salutation au soleil, de yoga, d'abdominaux, d'exercices d'articulation. Voilà, parce que moi je suis quand même 1h30 sur scène et je parle beaucoup, donc voilà, c'est important d'avoir la mâchoire bien échauffée et la langue aussi pareil, bien échauffée, pour pouvoir et puis bien placer la voix. C'est très important pour pas trop la fatiguer. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mes rituels. Et après, à une époque, j'avais quelques tocs on va dire, mais suite à Venise qui était un seul en scène, je me suis débarrassé de ces tocs parce que ça me traîne dans des angoisses et je dis voilà c'est pas possible, je peux pas rentrer sur scène avec ça. Et du coup tiens on va tenter ne pas penser, être vraiment sur l'instant présent, se dire on a travaillé pour être ici, faisons confiance au travail. Donc vraiment essayer d'être ici et maintenant et ne pas penser, mais vraiment être concentré. Et donc voilà, je dirais que c'est ça mon rituel, ne pas penser, être concentré pour être là pleinement. Ce qui est le plus difficile finalement, parce que mettre je sais pas, le caleçon fétiche ou manger un chocolat particulier avant de monter sur scène, c'est facile. Mettre là, c'est autre chose. Mais c'est évidemment c'est personnel, là. Il y a chacun ses petits trucs. Ouais. Mais et du coup je me suis rendu compte qu'en se débarrassant de tout ça, c'était beaucoup plus agréable en fait. Qu'on était déjà plus libre sur scène, et puis qu'on en profitait plus. Parce qu'on n'avait pas cette angoisse qui, au final, elle est juste là pour nous rassurer, alors qu'il n'y a pas à se prendre la tête. Mais voilà, mais ça n'empêche pas d'avoir quand même le fameux track qui permet d'être concentré. Ouais, heureusement qu'il est là finalement. Mais oui. On l'aime bien. On l'aime bien. Et est-ce que tu as une anecdote de scène particulièrement marquante à nous raconter? Donc ça peut être sur Courgette ou sur autre chose. Particulièrement marquante. Ça m'est arrivé d'avoir quelques trous, des fois. Alors, ça s'est passé comment? Ça s'est passé déjà par un joli vertige. Je me souviens sur Venise Napoli Italie, où là, je suis seul sur scène. Là. Le régisseur a fini par... Où on se dit, ok, très bien. On va déjà respirer un petit coup. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà à ce moment-là? D'accord, je raconte ça, ok. Bon, partons en impro. Donc j'étais parti sur quelques phrases d'improvisation. Et puis, Dieu merci, là où le corps aussi est hyper important, grâce aux gestes que je me souvenais, grâce au corps, le texte est revenu. Et c'était reparti. Mais voilà, c'est des moments où tu fais « Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gouffre qui s'ouvre en face de moi. Je vais me liquéfier, je vais dire désolé, messieurs, dames, il faut que j'aille en coulisses revoir mon texte. » Et Dieu merci, on n'est pas arrivé jusque-là. Ouf. Et est-ce que tu sens une grande différence quand tu joues? Bon, tu as beaucoup joué ce seul en scène aussi. C'est très différent pour toi de rentrer sur scène dans un seul en scène et de rentrer sur scène dans une pièce où vous êtes plusieurs, par rapport à l'énergie collective qu'il peut y avoir? Oui, c'est différent parce que seul en scène, on est seul. Sans blague. Et c'est vrai que là, sur Courgette, là, ça c'est un rituel collectif. On se dit à chaque fois, on se réunit, on se met bras dessus, on se met en cercle et puis on s'échange quelques mots, ou juste voilà, on dit rien, on sent l'énergie commune et on finit par un cri de guerre. Et ça c'est très agréable. Voilà pour lancer, être ici et maintenant, être concentré une fois de plus. Et quand t'es tout seul, t'as pas ça. Tu peux crier tout seul. Exactement. Donc ce que je faisais, c'est que je le faisais avec la glace. Je regardais, je me disais, allez, vas-y là, c'est maintenant, allez. donc voilà, donc ça diffère, être seul ou à plusieurs, ça diffère. Et aussi à la sortie.
Là, quand tu sors de scène sur Courgette, on aime bien se dire ah super, c'était bien aujourd'hui, ah tiens, c'était différent, voilà, échanger sur la représentation. Dit qu'en sort en scène, bah tu fais ouais, c'était là, pareil, t'arrives en loge, t'as ta glace, c'était bien, Yann, bravo, bon là, t'aurais peut-être pu faire plus comme ci, comme ça, mais bravo, bien, bien. Voilà, c'est c'est différent. Puis généralement, quand t'es en tournée, ton régisseur est en train de démonter, donc tu peux pas débriefer avec lui. Donc, Tu vas boire un coup dans ton coin. ouais, non, la petite bière ou le petit jus de fruits n'a pas la même saveur. Et qu'est-ce qui te fait vibrer dans le théâtre? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Le texte me fait vibrer. Ce que raconte un texte, le sous-texte. Ce qui me fait vibrer, ce sont des aventures collectives là sur Courgette. Et puis aussi voilà, la rencontre avec un metteur en scène. D'abord travailler sur le texte, après travailler au plateau, chercher ensemble. Et puis voir que voilà, tout se met en place petit à petit, que toutes les cellules, hop, commencent à vivre le texte, à le ressentir. Pareil pour le corps. Et qui, voilà, une fois que le spectacle est créé, après il y a l'épreuve du public, où là aussi c'est un tel bonheur d'avoir le public en face de soi, de ressentir ses réactions, d'avoir ses retours après, c'est assez jouissif, ça, c'est palpitant. Voilà, tout ça me motive et me passionne dans ce métier, dans ce beau métier. Alors vous ne le voyez pas, mais Garland a les yeux qui brillent. C'est trop mignon. C'est quoi ton plus grand rêve, Garland? C'est quoi mon plus grand rêve? Quand j'ai commencé ce métier, mon plus grand rêve était de tourner avec les plus grands réalisateurs, comme beaucoup, d'avoir un César, d'avoir un Molière, ce genre de choses. Et maintenant, ça a changé. Maintenant que je suis devenu papa, que j'ai la chance de pouvoir faire ce métier et de pouvoir aussi monter des spectacles pour lesquels je suis à l'origine. Parce que voilà, Courgette, j'ai adapté avec la metteur en scène et c'est Paradoxe, la compagnie de metteur en scène, voilà, qui produit ce spectacle-là à la base. Donc tout ça fait que mon prisme a changé. Maintenant, c'est plus l'envie de monter un spectacle avec un texte qui me motive, qui me passionne, avec la metteur en scène qui me passionne, et puis avec une équipe qui j'ai envie de travailler, ou aussi avec d'autres metteurs en scène qui ont envie de travailler avec moi, avec un texte qui me fait vibrer, et avec des comédiens qui me font vibrer. Voilà. Mon rêve, c'est de continuer à vivre des aventures qui me font vibrer artistiquement, que chercher les paillettes. Voilà, c'est plus le côté humain que le côté narcissique, égocentrique qu'on peut avoir quand on est un jeune comédien. Voilà, ça c'est... Non, plus. Voilà, continuer à faire pleinement mon métier et être dans les spectacles, dans les films qui me passionnent. Trop bien. Et est-ce que tu vas aussi au théâtre? Oui, ouais, beaucoup. Quand je peux, là c'est plus difficile, mais quand je peux, bien sûr. Et si tu allais au théâtre ce soir, qu'est-ce que tu irais voir? Qu'est-ce que j'irai voir ce soir? À part Courgette, parce que ça joue ce soir. Exactement. C'est une très bonne question. Alors, j'avais vu au Festival d'Avignon cet été un spectacle qui se joue encore, là je crois, au Petit Saint-Martin, Guerre, avec Benjamin Voisin, mis en scène par Benoît Lavigne, sur un texte de Céline. Ça m'avait subjugué. Je trouvais ça incroyable. C'est déjà le jeu du comédien. Je connaissais en tant qu'acteur de cinéma, mais pas au théâtre. Je connais son papa parce que Pamela Rabassa, la metteur en scène de Courgette, l'a eu en tant que professeur. Donc je connaissais un peu son univers et aussi le comédien qu'elle était. Et puis tiens,
s'il parle avec son fils, il y a des chances que le fiston est aussi qu'il gère aussi au théâtre. Et il s'avère qu'au théâtre, là, c'est un magnifique acteur avec une très belle présence et qui campe aussi plein de rôles, qu'il fait très bien. Et voilà, il y a aussi la scénographie qui est sublime, avec une toile de fond qui est très en accord avec le jeu de lumière, avec le texte. Là, on a l'impression d'être dans des peintures qui me font penser à Turner. Et puis la mise en scène, voilà, c'est vraiment un tout. J'ai été emporté pendant 1h10 et voilà, c'est le spectacle que j'aime, que tu ressors ou même pendant, tu frissonnes, tu sens tout ton corps qui est en action, ça bouillonne et après tu t'en ressors, t'es plein d'émotions et puis ça continue à gamberger dans ta tête, à faire son chemin en toi et ça, j'aime ce style de spectacle. Oui, il paraît que c'est super. Merci pour la recommandation. Avec plaisir. Et surtout, merci beaucoup pour l'interview. Donc, c'était un vrai plaisir. Partagé. Et on peut te retrouver en ce moment au théâtre Tristan Bernard, donc dans Courgette. Donc, c'est un spectacle trop beau. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vraiment, n'hésitez pas. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Encore merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie, parce que ça la rend plus jolie. Bye bye.